Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Ce podcast a été réalisé grâce au soutien de l'entreprise familiale Léa Nature, engagée de nature, un fabricant français de produits bio et naturels depuis 26 ans. Partenaire officiel de la saison 1 de Métamorphose, merci infiniment à eux. Alors vous écoutez le tome 3 d'une trilogie sur le thème de la bonne santé intestinale avec le docteur Bruno Donatini, médecin gastro-entérologue, hépatologue, cancérologue, spécialiste en immunologie et ostéopathe. Nous allons aborder dans ce tome 3 la question de comment bien se soigner et nous allons évidemment faire le point sur les régimes alimentaires. Rebonjour docteur Donatini. Bonjour. Pour la 3e fois. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui vous ont suivis avec passion, quelle est l'importance de l'alimentation et de nos modes de vie ? On en a déjà un petit peu parlé, donc rapidement, on sait que c'est quand même très important. Tout à fait. Le microbiote, un des grands volets de notre santé, dépend étroitement de l'alimentation, c'est une évidence. Et je dirais, on va trouver foisonnement de conseils diététiques et ce n'est pas nouveau et ce sera encore, je pense, pour des dizaines d'années. On pourra inventer à volonté tout un tas de régimes différents afin d'améliorer notre biote. Donc je dirais que si on veut être puriste, s'attaquer à un biote n'a de sens que si on sait déjà à quoi il ressemble. Donc première étape, personnaliser. Ne débutez pas un régime sans avoir un diagnostic, c'est débuter un traitement sans connaître la cause. Donc ça, c'est le premier grand message. Faire un jeûne alors que l'on est en malabsorption, alors qu'il s'agit d'un cancer, d'un Crohn, d'une rectocolite hémorragique, d'une maladie auto-immune hépatique, n'a aucun sens. Donc premièrement, quel est le diagnostic ? Donc le diagnostic, il va dépendre du test respiratoire. Il n'y a pas d'autre possibilité. Idéalement, il faudrait l'associer à une échographie pour faire le point sur l'état du nerf vague, pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle, de maladie inflammatoire, mais déjà avec un test respiratoire, on a fait une première étape. Le spécialiste, parce que c'est presque spécialisé que de faire un test respiratoire, devra évaluer également s'il y a un déficit immunitaire, des herpès virus ou pas, une auto-immunité, si on est plus vers une flore agressive avec une maladie parodontale, avec des caries, avec de l'asthme, avec de l'acné, avec du psoriasis, ça peut se faire avec une lampe très simple. Donc le diagnostic doit être posé d'abord. Et ensuite, on ne parle pas de l'acné des adolescents, on est d'accord ? On ne parle pas de l'acné des adolescents, du moins le faible acné. Oui. Attention, je passe un message, l'acné ne se traite pas par du Roaccutane. Ah oui. Parce que ça donne une abrasion complète de la muqueuse 20 ans plus tard, c'est un vrai désespoir. Donc l'acné se traite par un régime alimentaire adapté, éventuellement des petites lampes rouges, pour désinfecter la bactérie de surface qui s'appelle Propionibacterium acnes. Je ferme la parenthèse, mais c'est très important. Oui. Donc, le régime va en effet influencer le poids, l'acné, les douleurs articulaires, l'auto-immunité. Et ce régime est adapté en fonction de l'entérotype et de la présence ou pas de virus. Donc, ce régime, il va partir la plupart du temps lorsque l'on constate une hyperfermentation et une dysbiose, donc soit une augmentation de l'hydrogène, soit une augmentation de l'acide acétique ou de ses dérivés dans le souffle, il va s'appuyer sur un régime pauvre en produits fermenteurs, c'est un régime dit pauvre en FODMAP. Fermentés cibles, oligo, di et monosaccharides et polyols.
De nombreux livres ont été écrits, c'est très simple, ça a été mis au point par l'université de Monash, Melbourne, Australie, et c'est maintenant plus ou moins admis comme socle de conseil. D'accord, donc le régime FODMAP, on peut y aller avec un diagnostic, par contre, quand même avant. Oui, puisque... Mais il ne nuit pas, donc on peut le faire même sans diagnostic. C'est un bon régime qui va diminuer la fermentation. L'objectif du professionnel est de savoir si c'est de l'hydrogène ou un régime pauvre en lactose va suffire. Pas besoin de faire de choses compliquées. On va avoir le droit au vieux fromage, au lait délactosé. On peut faire ses yaourts avec le lait délactosé. C'est très léger et ça vaut vraiment la peine de faire ce test respiratoire afin de ne pas tomber dans des régimes excessifs. Deuxième volet, on a une fermentation avec plusieurs sucres. On est contraint de faire ce régime pauvre en FODMAP. Oui. Troisième volet, quelle a été la cause? Si vous ne traitez pas la cause, malgré le régime, ça va s'aggraver, bien évidemment. Si vous avez une atteinte du nerf vague, des herpès virus, si vous avez une agression de la muqueuse, il faudra la reconstruire. Si vous avez subi une antibiothérapie répétée, avec une modification de votre entérotype, vous développerez l'auto-immunité contre votre propre muqueuse. Donc tout ça doit être pris en compte. Le régime ne pourra pas le faire à lui tout seul. Bien sûr. Donc, que dire d'autres régimes que de ce socle FODMAP? On a des idées... Je pense à Seignalais ou cétogène qui sont proches, par exemple. Je dirais, on peut commenter, par exemple, le jeûne, Seignalais, cétogène, crudivorisme. Le crudivorisme, on va essayer de parler de ces grands axes-là. Tout à fait. De façon à éclairer, je dirais, sur les principales propositions. Crudivorisme, par exemple. Le crudivorisme, c'est souvent l'utilisation de légumes qui n'ont pas été blanchis, bien évidemment, mais qui vont s'adresser à des personnes qui digèrent mal les sucres. Alors blanchir, on peut juste rappeler rapidement ce que c'est. Blanchir, c'est plonger 1 à 2 minutes, quelquefois 3 minutes, dans de l'eau frémissante, afin de désinfecter le contour, et puis de supprimer quelques sucres solubles qui vont être fermentescibles, parce que les légumes contiennent des sucres à 5 carbone, non assimilables, rhamnose, stachyose, raffinose, c'est du ballonnement assuré puisqu'on ne peut pas le digérer. On peut faire pareil que le cuit vapeur, oui. Le cuit vapeur, c'est un peu moins dense, mais c'est pas mal. D'accord. Si on veut vraiment s'assurer d'un légume assimilable, le blanchiment est légèrement supérieur. Donc, première étape, on essaie le cuit vapeur. Si ça n'est pas suffisant, on essaie de blanchir. Donc, l'intérêt de ce blanchiment ou du cuit vapeur, c'est qu'il va éliminer l'exobiote dont nous avons parlé, qui est ce biote de découpage de fumier qu'il ne faut surtout pas acquérir sur notre intestin. Donc, le crudivorisme, c'est une implantation de l'exobiote. Donc, vous allez dégrader obligatoirement votre muqueuse. Vous mangez du fumier, puisque le phage du fumier est supérieur au phage de l'endobiote. C'est que le champignon qui protège le phage de l'endobiote. Donc, c'est une erreur de fond. Vous allez diminuer la diversité, augmenter les sucres non assimilables, et vous aurez finalement une flore unique qui va faire énormément de gaz sur une muqueuse très fine. Donc je vois énormément de patients, adeptes du crudivorisme, arriver avec progressivement de très nombreuses carences, une sarcopénie, une baisse de muscle, une fragilité de l'os, énormément de ballonnement, puis une muqueuse. Vous les voyez arriver au bout de combien de temps de crudivorisme? Parce que comme on en croise aussi qui vont bien, on peut se demander... En général, 5 ans, et puis vous avez une détérioration. C'est presque inéluctable à mon avis. Donc il est toujours nécessaire de blanchir et d'associer quelques protéines. Donc les protéines qui vont être associées, ça va être du fromage. L'intérêt du fromage, c'est qu'il va capter l'acide phytique, oxalique, voire urique dans l'intestin et diminuer le risque de lithiase. On s'aperçoit actuellement que les lithiases rénales sont passées de lithiase urique, 80% il y a 20 ans, à lithiase oxalique, 80%. Donc c'est parce qu'on mange de plus en plus de légumes non blanchis et moins de fromage. Donc le rein est mis en détresse. Quand vous parlez de fromage, vous parlez de fromage, de vieux fromage, comme vous avez dit tout à l'heure, ou de petits animaux? Alors, ça fait une différence? Et où? Je pense pas que ça fasse une grande différence. Je pense que vous pouvez manger du vieux fromage. L'intérêt du vieux fromage, c'est qu'il
contient à sa surface une flore très équilibrée qui va protéger également les composés protéinés et qui vont vous protéger. Donc vous avez une flore qui est très bénéfique, bien meilleure à ce qu'on peut trouver dans la plupart des gélules de probiotiques. Donc la flore du fromage est utile, son contenu est utile, il est directement assimilable et il baisse le risque d'acide oxalique. Donc je conseille la consommation de fromage avec les légumes. Très bien. Donc ça, c'est le point sur le crudivorisme. Donc l'erreur de l'exobiote, l'erreur de l'absence de sucre éliminé, et enfin, pas de flore de qualité si on ne mange pas de protéines assimilables en parallèle. Une muqueuse ne sera épaissie que par des protéines, et les légumineuses n'apportent pas ces protéines. Donc c'est des protéines comme le fromage, l'œuf par exemple. C'est très bien pour ceux qui veulent respecter les animaux, c'est très bien. D'accord. Et ça peut suffire. Éventuellement, de temps en temps, un peu de poisson, type sardine, peut tout à fait suffire. D'accord. Donc ça, c'est le premier régime. Donc crudivorisme modifié par le blanchiment en ajoutant quelques produits animaux. Deuxième volet, c'est la flore cétogène, enfin le régime cétogène. Premièrement, très rarement réussi. En 10 ans de pratique, j'en ai vu 3. On peut le rapprocher du régime sénialais ? Je ne pense pas. D'accord. Je ne pense pas. Donc on parle vraiment du régime cétogène. Le régime cétogène, par définition, va augmenter l'acétone. Et le gaz détecte permet de le mesurer. On a des patients qui ont en général beaucoup plus que 50 alors que la normale c'est 5, que dans la malabsorption sévère ça ne dépasse pas 20, et j'ai des patients qui ont atteint 350. Donc ce sont des gens qui vont pas manger de légumes et qui vont avoir de l'huile et puis des protéines. Et donc c'est très rarement réussi. Beaucoup en parlent, tentent de le faire et n'y arrivent pas. Oui, beaucoup de sportifs aussi. Oui, alors sur ces quelques cas, j'ai en effet un grand sportif, alpiniste professionnel, qui a un régime cétogène et qui l'a réussi. D'accord. Donc, le patient, il a une flore très particulière, une haleine très particulière, bien entendu, et il est en bonne santé apparente. La médecine ne conseille pas le régime cétogène sur le long terme, parce que, en effet, c'est très acide. Et théoriquement, le rein a des difficultés. Donc ces patients sont tous des patients jeunes. Je ne sais pas si ça va durer longtemps. C'est-à-dire qu'ils se mettent quand même en acidose ? Voilà, ils se mettent en péril rénal et en acidose, volontairement. C'est vrai que dans ces situations-là, on a un respect des muqueuses à l'échographie, ça fonctionne. Donc ça, c'est le deuxième. Donc je ne le conseillerais pas en termes de traitement. D'accord. Non. C'est très clair. Ça peut être un maintien chez quelqu'un qui a une flore pitta, sportif, explosif, en pleine forme, mais c'est pas utile pour le traitement. Vous ne récupérerez pas une muqueuse en faisant un régime cétogène, vous ne récupérerez pas un nerf vague, ça n'a aucun intérêt dans un Crohn, dans un cancer, dans une RCH. Dans une dépression, ce sera pire que tout. Ça favorise la dépression. Ça, c'est bien publié. C'est inflammatoire. Donc, quelqu'un qui a une microglie de phénotype M1 va tout aggraver. Donc, maladie inflammatoire existante va tout aggraver. D'accord. Bon. Donc, ça, c'est très clair sur le cétogène. Alors, ensuite, on peut aborder soit le régime sans gluten, soit ce qui est assez proche, le régime sénialais, éventuellement. Hypotoxique. Le régime hypotoxique. Et là, alors, en effet, beaucoup de patients sont très améliorés par des régimes pauvres en gluten ou hypotoxiques. Donc, ils ont une pathologie inflammatoire, quelle qu'elle soit, polyarthrite, spondylarthrite, même sclérose en plaques, et ça va mieux. Diabète ? Le diabète de type 2, syndrome métabolique, oui. On peut en reparler un peu plus tard, c'est un cas particulier, le diabète de type 1, pourquoi pas. Dès que vous avez une maladie auto-immune inflammatoire, oui. Le principe est le suivant. Dès que vous diminuez une hyperfermentation, une dysbiose et une flore inflammatoire dans le grêle, vous aurez une baisse de toutes les inflammations. Qu'elles soient, ça ira du psoriasis, l'acné, ça c'est très simple, c'est le traitement de la dysbiose. Donc vous baissez les céréales, vous adaptez un régime asiatique, japonais, vous avez une disparition de l'acné.
et vous avez une disparition du psoriasis et des douleurs articulaires de spondylarthrite. Alors, je le décline un peu différemment. J'utilise le régime pauvre en FODMAP, puisque l'objectif est de baisser la dysbiose, et je rajoute l'interdiction des céréales farines. Donc, je vais autoriser le riz, pas sous forme de farine, toutes les pommes de terre. Le riz plutôt semi-complet, j'imagine? Oui, bien sûr. Et je vais dire, vous pouvez consommer de l'avoine du moment que c'est aplati, non pas en farine. D'accord. Mais en revanche, le sarrasin riche en nickel, qui donne des farines et qui est très inflammatoire, je ne vais pas l'autoriser. Donc en flocons, hein, l'avoine. Oui. Et quand on utilise ce régime supplémentaire, vous avez une baisse des granulomes digestifs. Et si en plus vous donnez des conseils pour baisser les particules d'origine aérienne, vous avez encore moins de toxicité. Parce que on s'aperçoit que avec le temps, l'immunité s'altère et l'immunité va devenir sous la dépendance d'éosinophiles et de mastocytes qui vont réagir énormément aux petites poussières. Et donc, ça va toucher les voies aériennes hautes, le poumon et l'intestin. Donc, le régime hypotoxique que vous proposez doit être également très pauvre en microparticules. Je renvoie au volet 1. Au volet 1, absolument. On a parlé aussi de ces microparticules dans les farines, etc. Et donc, l'aliment doit tenir compte de ce volet microparticulaire. Donc, le régime hypotoxique, c'est aussi un régime qui ne stimule pas les éosinophiles et qui ne stimule pas cette immunité en détresse. Parce que ça, c'est l'immunité en détresse. Et on a de plus en plus d'immunité en détresse à cause des particules, à cause des toxiques, de l'atteinte du nerf vague. En général, donc, ces patients ont des découpages de tissus, un acide urique bas, un acide hyaluronique élevé, qui sont des signes de découpage, et vont réagir de façon énorme aux poussières, aux petites lésions cutanées. Donc ces patients doivent avoir un régime dit hypotoxique. Le régime sénialaire et le régime pauvre en gluten sont de très bons exemples, mais ils doivent être, à mon avis, modifiés avec cette connaissance de la microparticule néfaste. D'accord. Donc j'utilise en général la trame FODMAP qui recoupe un peu les régimes dits hypotoxiques, et je rajoute cette interdiction, pas de farine et très peu d'alcool, parce que l'alcool, bien sûr, ça atteint le nerf vague. Donc dès qu'on a une atteinte du nerf vague, attention à l'alcool, attention aux bulles. Oui. Ça fait partie du régime, ça fait beaucoup de choses. Oui, ça fait beaucoup de choses. Sur les régimes alimentaires, vous avez fait le tour à peu près? Je crois, oui. Oui. Alors quand vous parliez des particules, on revient évidemment sur comment se supplémenter. Sommes-nous gravement carencés? Comment se supplémenter? Vitamine B, B12, carence en fer, vitamines et minéraux. Pas facile de savoir quoi prendre et si finalement aussi ils sont bien absorbés. Le marché des compléments alimentaires est en pleine explosion. Et on traitera le cas des pré et probiotiques un peu après. Oui. Et donc, ce marché, pas encore totalement régulé, contient énormément d'éléments qui peuvent être dangereux ou qui peuvent être inutiles. Et il est très difficile de faire la part des choses. Et ce n'est pas parce que vous êtes carencé en vitamine B que vous pouvez prendre n'importe quel complément et que ce sera résolu. D. On parle beaucoup de la vitamine D. B, D, B12, B6, B9, vitamine C. Je dirais chaque laboratoire y va de son mélange non éprouvé. Le complément alimentaire a une définition assez vaste, assez peu contraignante. C'est un aliment donc destiné à être ingéré qui contient des matières minérales chimiques ou des vitamines, le plus souvent de synthèse, qui auraient des propriétés nutritionnelles ou physiologiques, mais vous n'avez absolument pas besoin de démontrer que c'est vrai. Donc à partir du moment où vous rajoutez un tout petit peu de B12, de B6 ou de vitamine D, votre mélange purement synthétique ou neutre, ou je vais dire de plantes, va devenir un complément alimentaire et vous pouvez mettre ça sur le marché à volonté. L'acceptation, finalement, sera dépendante de l'innocuité, c'est-à-dire de l'absence de résultat, puisqu'on lie en général le résultat à l'innocuité. Donc, tout ce qui compte pour un complément, c'est l'innocuité.
Donc, cette définition, je dirais, légale du complément alimentaire permet de voir que le foisonnement n'assure pas le résultat. Donc, première étape, toujours pareil, avez-vous réellement une carence? Et deuxièmement, doit-elle être compensée? L'exemple typique, c'est le fer. Donc, beaucoup de femmes ont une réserve en fer relativement basse avant la ménopause et surtout dans la période de préménopause où on saigne beaucoup plus. Et beaucoup de femmes viennent en étant supplémentées en fer alors qu'elles n'ont pas d'anémie, ce qui est une aberration puisque le fer détruit l'os. Le fer est un des plus grands oxydants qu'il soit. Et justement, l'ostéoporose serait rattachée à l'augmentation du taux de fer après la ménopause. Donc c'est très bien corrélé. Donc on ne supplémente jamais en fer tant qu'il n'y a pas d'anémie à moins de 11 grammes. Alors là, on parle d'une ferritine, combien? On ne parle pas de ferritine, on parle d'anémie. Ouais. Même si la ferritine est très basse, on ne compense pas sous peine de générer une ostéoporose. Donc vous avez bel et bien une carence en fer dosable, mais pas une carence en fer utile, puisque votre organisme est capable de synthétiser l'hémoglobine. Donc n'augmentez pas le stock, vous serez dans un effet néfaste. Deuxième exemple, la vitamine C. Donc il y a, et là on aborde un autre volet, encore plus discutable, il y a des personnes qui recommandent de très hautes doses de vitamine C, voire des perfusions de vitamine C. Oui, j'allais vous le dire, en intraveineuse. Oui. Or, la vitamine C, premièrement, au-delà de 500 mg par jour, ne peut pas être assimilée, donne des ballonnements et augmente le risque de lithiase oxalique. Donc, un excès de supplémentation, alors que les dosages ne sont pas fiables. Lithiase oxalique, c'est l'oxydation ? C'est l'oxydation. Donc, premièrement, prudence sur la supplémentation en vitamine C. La perfusion de vitamine C a été proposée en cancérologie, a été étudiée en parallèle de la chimiothérapie, puisque la vitamine C est un oxydant. Ça a échoué. Ça a échoué de la même façon que la vitamine C avait été proposée pour baisser l'aplasie médulaire dans le cas du Leponex, la clozapine, utilisée en schizophrénie, donnait des agranulocytoses et la vitamine C marchait très bien pour supprimer cet effet secondaire. Le problème de la vitamine C, c'est que ça n'atteint pas la moelle. Donc vous pouvez en donner en perfusion autant que vous voulez, ça n'a aucun effet sur la moelle, ça a échoué également. En cancérologie, les métastases au niveau de l'os sont extrêmement craintes et c'est la source des cellules souches tumorales. Donc la vitamine C ne peut pas avoir d'effet sur les cellules souches tumorales, ne peut pas. Voire ça va avoir un effet antioxydant, donc ça va promouvoir la tumeur, parce que quand ça monte, c'est peu dosé, quand ça descend, ça a un effet de traîne et c'est peu dosé. Donc cet effet peu dosé est antioxydant et néfaste en cancéro. Oui, puis on parle de vitamine C de synthèse en plus. Voilà. Donc on est dans un isolat. Donc sur le papier, en essai clinique, ça a échoué. Sur le papier, en théorie, accessibilité de la vitamine C dans l'environnement tumoral, ça a échoué. Et en pratique, ça devient un antioxydant à faible dose, c'est-à-dire en fin de traîne de perfusion. Donc en pratique, ne le faites pas, puisque rien n'a été évalué. Donc voilà le deuxième exemple, ferritine, vitamine C, est-ce utile? Dans ces deux cas-là, c'est plutôt néfaste. Donc l'utilité, la vitamine B12, prenez-en uniquement quand vous avez un retentissement. Moi, par exemple, je suis carencée en B12. Alors, typiquement, j'imagine qu'il y a pas mal de flexitariens, moi je ne suis pas végétarienne, ou peut-être de végétariens, qui sont carencés en vitamine B12, qui aimeraient savoir quoi faire. Donc, une carence biologique en vitamine B12, sans augmentation du volume globulaire moyen, ne nécessite pas, en pratique, de mettre en place, puisqu'on sait que vous avez d'abord un retentissement sur le globule avant d'avoir un retentissement neurologique ou sur la muqueuse. Donc si vous avez en revanche une augmentation du volume globulaire, c'est-à-dire s'il y a une conséquence physiologique, prenez-en et vérifiez la normalisation de ce critère. C'est toujours le même principe. Avez-vous un déficit réel ou est-ce purement biologique? Si c'est purement biologique, est-ce que la supplémentation ne va pas nuire? Autre exemple, je dirais la seule supplémentation réellement interdite officiellement sur le papier, c'est le bêta-carotène. Oui.
on n'utilise pas parce qu'il y a un risque de cancer du poumon nettement accru. Donc faites attention. On s'est aperçu que les trucs pour bronzer, là, on évitait. Voilà. Donc faites attention au mélange et au mix. Donc vous devez avoir une carence, une raison, pas seulement biologique, pour supplémenter. Dernier élément, l'idéal, c'est de supplémenter avec des produits le plus naturels possible. Super aliment, par exemple. Voilà, super aliment. Ouais. Ça, c'est bien. Parce que, par exemple, un comprimé, c'est en général 80% d'excipients, entre 60 et 80%. Oui. Vous avez tout un tas de composés complémentaires, même dans les gélules. Le dioxyde de titane, la gélule, c'est interdit, mais on en a mis d'autres. Oui. Il faut bien qu'il y ait un effet conservateur. Bien sûr. Donc, faites attention à l'enveloppe, ce sont des microsacs. Ne devenez pas un océan de microsacs. Vous ne savez pas ce que ça devient. Ne consommez pas de poudre et de poussière. Essayez de manger des super aliments. Vitamine D, quand même un petit point dessus, parce qu'on en parle beaucoup. Vitamine D, essentielle. Oui. La vitamine D, c'est une vitamine qui répare les tissus et qui va avoir un effet stimulant immunitaire. On sait que l'auto-immunité est beaucoup plus sévère, beaucoup plus fréquente en cas de carence. Ça, c'est acquis. Donc, une personne qui cicatrise mal ou une personne qui a un déficit immunitaire doit être supplémentée en vitamine C. D, pardon. Oui, D. Et il faut obtenir un taux, en général, supérieur à 60 mg. Et là, il faut bien choisir sa vitamine D, c'est-à-dire que les ampoules sont un peu à proscrire, parce qu'on en reçoit une dose d'un seul coup. Là, je serai un peu plus tempéré au départ, parce que si on donne que des gouttes, on n'obtient pas le résultat obtenu et ce sera très très lent, voire on sera toujours en dessous. C'est une étude sicilienne il y a 2 ans qui a montré qu'il était nécessaire d'associer les deux, au moins pendant 3, 4, 6 mois, c'est-à-dire un mélange ampoule-goutte pour obtenir un taux suffisant. D'accord. Donc plus vous avez un déficit important avec des aftes, une maladie parodontale, des difficultés de cicatrisation, une atteinte du nerf vague, plus il faudra associer les deux au départ. D'accord. Alors, on parlait de mycélium dans le podcast précédent, mais il y a d'autres plantes à utiliser. En ce moment, on parle beaucoup de la berbérine, par exemple, pour le SIBO. Est-ce que c'est à conseiller ? Dans les publications, on voit converger deux grands axes. On va converger les champignons, d'une part, avec le Coriolus, qui va être immunostimulant, mais aussi partiellement bloqueur de l'inflammation, en venant bloquer le toll-like récepteur 4, et on voit aussi arriver les polyphénols. Donc les polyphénols, ça n'est pas nouveau. Oui. On a envie de dire le curcuma, c'est ancien, la berbérine est un autre type de polyphénol. On a eu l'histoire du vin rouge qui était un petit peu discutable. Les salicylates sont également très proches des polyphénols. On sait que les flavonoïdes jouent un rôle dans l'effet bénéfique du légume. Il n'y a pas que l'endobiote, il y a aussi les polyphénols. Oui. Donc la convergence des polyphénols et du champignon explique l'effet bénéfique du légume. La berbérine est-elle supérieure aux autres polyphénols ? Il semblerait que ça baisse relativement bien l'auto-immunité. En tout cas, j'ai envie de dire, ça ne va pas avoir d'effet antiviral, ça ne va pas avoir d'effet protecteur du nerf vague, mais je pense que ça a un effet anti-inflammatoire et modulateur du phénotype M1 microglie type 1. D'accord. Et là, c'est bien démontré. On parlait de vitamines, minéraux, etc. Que penser des pré- et probiotiques ? Parce qu'aujourd'hui, on en utilise énormément. Beaucoup de thérapeutes, naturopathes, de médecins les conseillent. Ils sont en vente libre et on en use, on en abuse. Tout à fait. Donc ça, c'est une grande question. On a parlé du complément alimentaire. Le probiotique, c'est un ingrédient alimentaire. Il n'appartient pas au complément, c'est un ingrédient. Donc premièrement, c'est un aliment. Donc théoriquement, innocuité. Deuxième volet, l'Agence européenne du médicament lui a accordé aucun bénéfice, donc il n'a aucun effet de modification de la physiologie, et la définition pour pouvoir se nommer
probiotique, c'est il ne modifie pas la flore. Il n'a pas le droit de modifier la flore, sinon ce serait un médicament. Donc il n'est que de passage. Il n'a pas le droit de pénétrer dans la muqueuse, il doit avoir disparu 3 à 5 jours après. Donc proposer un probiotique pour changer ou enrichir une flore est un mensonge pur et simple. Par définition, puisqu'il a été sélectionné pour ne pas pouvoir le faire. Sinon, ce serait dangereux. Vous imaginez bien, vous changez votre entérotype, on vous fait une greffe fécale, c'est l'équivalent, et puis d'un seul coup, tout votre système d'équilibre, toute votre immunité va préférer le probiotique et tuer tous ceux qui ne sont pas ses amis. Donc, il vous assassine en gros, puisque vous aviez une flore, d'un seul coup, vous en avez une autre, et toute cette flore qui vous habitait à d'autres endroits va être détruite. Donc si vous aviez l'ennemi du probiotique dans votre thyroïde, vous n'avez plus de thyroïde. Donc ça n'a aucun sens. Donc on ne peut pas modifier une flore par un probiotique, fort heureusement. Donc ça, c'est le premier grand point. Le prébiotique, c'est un probiotique en devenir. On donne un sucre qui fait ballonner, vous acquérez une flore riche en lactose, enfin en lactase. Donc ça a encore moins de sens. Donc je pense que ce sont des placebos, que c'est vendu comme ayant des propriétés thérapeutiques, que c'est simplement toléré parce que c'est du yaourt, c'est-à-dire un placebo sans danger. Les autorités tolèrent, parce que le placebo, c'est utile. Il y a des personnes à qui ça pourrait être utile ? Alors, la grande question, c'est ça. En effet, est-ce que certaines personnes pourraient bénéficier ? Il y a eu de très nombreuses études menées dans diverses pathologies. Le Crohn, ça a échoué, la rectocolite, ça a échoué, l'intestin irritable, ça a échoué. Et donc, finalement, les quelques études qui ont été menées chez l'enfant ou le nourrisson qui avait été traité par antibiotiques pour essayer de récupérer après une gastro-entérite aiguë. Et les études ont été très discordantes. Et l'étude la plus importante a montré que ça marchait comme du placebo. Donc c'est très décevant. Donc l'étude qui a porté sur 2000 nouveau-nés a échoué et on sort très régulièrement des nouvelles études sur 20 enfants pour montrer que ça a été merveilleux. Mais on suit pendant 3 semaines, ça n'a aucun sens. Un biote reste des années en place. Donc premièrement, il faudrait suivre longtemps, vérifier que le microbiote est bien celui du probiotique et non pas un autre, sinon ça signifie que la récupération s'est faite malgré le probiotique. D'accord. En pratique, une flore est extrêmement puissante, un microbiote puissant, il se renouvellera, c'est qu'une question de délai. Ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 4 semaines. En pratique, et c'est une des définitions de médecine, une diarrhée, donc un déséquilibre, ne s'étudie qu'après 6 semaines. Si on est très pressé, ce sera 3 semaines. Oui, et puis Félix Derel, quand il a fait ses études sur les phages, ça m'a beaucoup frappé. Dans des cas de dysenterie, ils avaient vu qu'à partir du moment où un phage pouvait commencer à soigner, en fait, contaminait positivement en fait le reste de la troupe. Absolument. Donc rapprochons-nous c'est l'idée de l'endobiote. Oui. Donc, de toute façon, un probiotique, c'est un mauvais endobiote. Puisque c'est un endobiote, c'est une bactérie essentiellement de yaourt. Donc, mangez des légumes qui auront été un peu bouillis et blanchis et vous aurez un endobiote de qualité, vous aurez un réensemencement avec des phages de qualité, tout simplement. Voilà le bon traitement. Alors quand même, pour qui voudrait faire une petite détox, un mot très à la mode, quelle philosophie de nettoyage de son jardin intérieur, c'est-à-dire l'écosystème intestinal, on pourrait adopter ? On a parlé de ne pas le karchériser, donc ça on sait bien maintenant qu'on ne va pas sur ce terrain-là. Alors, je suis désolé d'être aussi têtu, mais la première étape est, je dirais, et ça c'est important pour chacun, qui êtes-vous ? On revient sur l'entérotype. Tant que vous n'avez pas ce point-là, que vous n'avez pas répondu à ça, pourquoi faire comme le voisin ? Vous êtes original. Donc, qui êtes-vous ? Là, c'est quand même intéressant de regarder du côté de l'Ayurveda. Ça peut être tout à fait intéressant, bien sûr. Donc, l'Ayurveda a bien distingué ces entérotypes et ces doshas. Qui êtes-vous ? Première étape. Qui êtes-vous du point de vue immunité virus, biote, nerf vague, adaptation à l'environnement ? Dans quelle étape êtes-vous ? Soit vous êtes déjà bien formé, sensible, et vous allez dire je vais donner la priorité à telle chose. Moi je vous conseille de donner la priorité au virus, puis le biote, puis
le nerf vague. On ne stimule pas un nerf vague si on a des virus dedans. Donc voilà le conseil de base. Une fois que vous avez déterminé qui vous êtes, eh bien, vous allez pouvoir envisager une détox. Donc qui vous êtes, vous avez des virus, eh bien ça va être vitamine D, champignons. Si vous avez un médecin qui peut prescrire du valacyclovir ou de l'aciclovir en cas d'échec vitamine D, champignons, faites-le. On ne pourra pas vous traiter si vous avez des herpès virus. Deuxièmement, le microbiote. Le microbiote, c'est évident. Ce sera un régime pauvre en FODMAP, pauvre en farine, avec la réintroduction. Il faut la diversité. Donc on aura des légumes bio, on aura du vieux fromage, on aura des œufs que l'on aura réintroduits si besoin, mais on va réintroduire par petites touches, protéine par protéine. Je vous rappelle qu'un régime... pas trop cuit, hein, on est d'accord. Oui. Un régime d'exclusion n'a pas de sens au-delà de 3 mois. Toutes les études originelles ont bien dit qu'il fallait réintroduire après 3 mois. Il faut avoir un taux d'anticorps et d'IgA élevé. Si ça ne fonctionne pas, doser de façon pondérale les IgG. Une personne pour 1000 a une carence de synthèse en immunoglobuline. C'est l'immunodéficience la plus fréquente. Et c'est souvent une carence en IgA. Donc vous expliquerez à la personne qu'elle a une carence en IgA et qu'elle doit réintroduire progressivement et que ça va monter. Donc on réintroduit les aliments, on n'appauvrit pas sa flore. Ça c'est le deuxième conseil. Donc je ne conseille pas les jeûnes à répétition. Je conseille la diversité. Enfin, on parle des jeûnes, quand vous parlez de jeûnes à répétition, on parle du jeûne long de 7 jours, mais des oui, micro-jeûnes. Même 3 jours. Même 3 jours, c'est trop. Par contre, manger très léger, par exemple, on 24 mange léger, heures, c'est bien. Ça peut être tout à fait une bonne mise au repos pour réintroduire et finalement permettre une bonne augmentation spécifique des anticorps qui étaient manquants. Et le dernier volet, c'est le nerf vague. Oui, donc le fameux. Là, il faut détoxifier son stress. Et il faut stimuler ce nerf vague. Et là, comment ? Il y a énormément de méthodes différentes. On pense aussi à la cohérence cardiaque, on en parlait tout à l'heure. Tout à fait. Là, vous avez un foisonnement. Ça peut aller de la réflexothérapie, l'ostéopathie, l'acupuncture, la stimulation avec un petit appareil décrit par le professeur Bonaz, soit le TENS, soit l'Urostim. Donc quelque chose de plus mécanique, d'un peu moins spirituel, mais ça peut passer par la méditation, la sophrologie, et énormément de méthodes où on va reprendre conscience de ses viscères, de leur motricité, de leur sensibilité, se donner du temps pour soi et apaiser. Je cite le Wu Tao, qui est un art corporel qui travaille beaucoup sur le souffle et qui permet cela aussi. Oui. L'activité physique en fait partie, la marche en forêt en fait partie. On va aller chercher le biote dans son jardin. Oui, bien sûr. Ça fait partie aussi on va mettre de cet les mains dans la terre. Cette recherche. Ouais. On fait partie de cet écosystème. Donc quand on regarde l'humus, on peut se dire que c'est notre cousin. Tout à fait. On en respire. Il y en a dans l'air. Il y en a sur nos mains. Donc cette prise de contact, on peut se dire que ce réseau mycélien, c'est un système nerveux autonome, un nerf vague de la Terre. Vous allez le toucher. Vous allez l'absorber. Nous sommes issus de ça. Nous sommes des petites machines autonomes. Il nous faut une asymétrie, un décalage d'électricité. Il y a du champ magnétique. On a besoin de se mettre au contact, de se dépolariser, d'échanger. Donc cet échange, c'est pas qu'avec nous-mêmes, c'est avec le reste. Alors justement, est-ce que les ondes ouvrent justement cette barrière et permettent le passage d'éléments délétères ? Vaste question. Oui, et on n'a pas totalement de réponse. Un article a montré que un courant faible dans de l'acide hyaluronique gélifié contenant des cellules souches permettait d'orienter les cellules souches vers la cathode. Et donc ce courant va finalement construire les tissus dans un boyau d'acide hyaluronique. C'est exactement ce qui se passe dans le fœtus qui est en cours de construction. Et ce boyau d'acide hyaluronique va finalement servir de trajet au nerf, à la veine et à l'artère.
C'est-à-dire les cellules souches vont s'orienter et quand on n'a pas de neurotransmetteurs, on va avoir d'abord quelques neurones qui vont synthétiser du NGF et c'est le nerf qui va apparaître. Donc on reconstruit un tissu avec un courant faible. Donc vous imaginez bien que dans un territoire où vous aurez un champ magnétique important, naîtra un courant faible. Et donc ce courant faible peut tout à fait altérer. Il faut que ce courant ait un rythme, et ce rythme c'est 10 Hz. Donc si vous êtes au-delà, votre reconstruction tissulaire dans l'acide hyaluronique par les cellules souches pourrait être altérée. Sachant que notre génome, notre ADN n'a quand même pas vécu avec des ondes de cet ordre-là, n'a jamais vécu avec des ondes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Soit nous les supportons, soit c'est un détriment. Il vient d'être montré qu'en effet, un courant faible permet l'orientation des cellules souches. Il est démontré que 10 Hz permet de conduire du cerveau vers l'intestin à un effet anti-inflammatoire, à un effet reconstruction. Mon objectif est de démontrer que ce courant faible associé à un microbiote pris par voie orale en même temps permet de coloniser par cette bactérie qui donne peu d'électrons et supprime ou donne un désavantage aux bactéries qui découpent. Donc il est très probable qu'un champ magnétique ou des ondes puissent perturber ça. Néanmoins, ce n'est pas, à ma connaissance, totalement démontré. Mais ce serait logique. On est encore au début, donc on peut le présumer. Alors, et pour terminer, on arrive à la fin de ce podcast. On pourrait parler de tout cela pendant des heures. C'est passionnant. Quels sont les aliments vraiment délétères? On a parlé de l'alcool tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a d'autres véritablement? On parle des aliments industriels. On en a parlé aussi un petit peu. Du sucre à haute dose. Donc, si on veut placer en résumé ce qui est probablement un peu éparse dans ce que l'on vient de dire. Premier élément, en effet, l'alcool est certainement le plus néfaste puisqu'il va être un inhibiteur du nerf vague et ça, dès le 3e verre de vin, on va avoir un effet inhibiteur fort qui peut aboutir chez les gens sensibles à des vomissements, à des reflux vers le pancréas, le foie et déclencher un passage des bactéries buccales vers le côlon, donc un véritable désastre vers le côlon, vers le pancréas, vers le foie. Donc l'alcool, au-delà de 3 verres, c'est vraiment une catastrophe. Je rappelle que la prise de pamplemousse multipliée par 2 la toxicité de l'alcool et le paracétamol également. C'est un inhibiteur de la destruction hépatique, le pamplemousse. Donc on fait attention au mélange fruits-alcool. Les bulles associées à l'alcool vont aggraver les choses. Donc la bière ou les boissons gazeuses avec l'alcool, c'est dangereux. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, toute cette explosion de produits ultra transformés avec des farines qui vont contenir des microparticules vont pouvoir donner un syndrome de spasme au niveau de l'intestin et des petits granulomes et des stimulations d'éosinophiles. Cette immunité est extrêmement abrasive pour l'intestin. Donc attention à tous ces produits à base de farine, tous ces compléments alimentaires avec des excipients qui sont inertes, tous les nanoparticules qui vont exploser pour donner, avec les agents de texture, des produits tout à fait artificiels. Et enfin, on va terminer sur quelque chose d'un peu curieux, mais on l'a déjà cité, c'est ce volet de l'endobiote versus l'exobiote. Oui. Si vous avalez à longueur de journée des phages contenus dans le fumier et que vous ne les avez pas éliminés, vous aurez une problématique de mauvaise flore avec un découpage de vos tissus. Donc, un extrême qui est l'artificiel pauvre en biote, à l'autre extrême, c'est-à-dire un retour trop proche de la nature avec des bactéries. On ne mange pas de fumier en fait. On ne mange pas de fumier. Il faut faire attention au fumier d'origine animale. Deux pièges. Le fumier avec des volailles très riches en campylobactères. 70% des volailles sont contaminées. Et donc, si vous n'avez pas détruit campylobactères, vous aurez une bactérie qui aura complètement abrasé le début du grêle. Donc on évite le compost avec les fientes. C'est ça. De la même façon, mycobactéries avec
le compost de gros animaux, ovins, bovins, extrêmement résistant aux antibiotiques, favorise la prise de poids, favorise le Crohn. Donc on blanchit et on élimine cette flore d'origine animale. La promiscuité homme-animaux est très mauvaise. Très bien. Écoutez, je crois que c'est très clair. J'avais encore d'autres questions, mais on fera probablement un jour un 4e, un 5e, un 6e volet. À moins que vous voyiez des choses à rajouter sur la recherche à venir ou les recherches en cours, peut-être. Dans la ligne droite, c'est la récupération du nerf vague chez les personnes qui l'ont beaucoup abîmé, en utilisant probablement, comme je vous l'ai dit, des endobiotes localement, mais en utilisant le nerf vague cette fois-ci comme ligne directrice, cette ligne de vie. Et peut-être l'idée sera d'augmenter la synthèse d'acide hyaluronique ou d'injecter des micro-quantités d'acide hyaluronique à proximité et faire passer un courant comme l'urostime afin d'amener l'acide hyaluronique dans les terminations, des différents organes pour récupérer. Il a été montré que les troubles du rythme cardiaque, les problèmes pulmonaires, les problèmes hépatiques étaient liés à une déficience en acide hyaluronique, alors que le vrai conducteur, c'est le nerf vague. D'accord. Donc là, il y a un potentiel de récupération, je dirais, à court terme, qui peut être intéressante même dans des pathologies de neurodégénérescence. Sous quelle forme alors ? Alors, pour prendre un exemple qui serait un exemple intéressant, c'est la maladie de Parkinson, où on a une atteinte du nerf vague. On a premièrement un nettoyage de la bouche possible avec des micro-quantités d'huile essentielle. On va tuer l'herpès virus. On a très bons résultats localement. Et l'idée serait de propager... Oui, vous avez fait des publications scientifiques sur le sujet. Oui. C'est de propager avec un TENS ou un urostime le contenu ou autour du nerf vague, puisque le système nerveux autonome est entouré d'acide hyaluronique, donc d'injecter au niveau du cou des petites quantités d'acide hyaluronique, comme ce qui est injecté en esthétique. Oui, tout à fait. Et d'obtenir cette migration. Et donc l'objectif serait de démontrer que l'implantation de l'endobiote est supérieure et que l'on récupère la motricité du début du grêle. C'est ce que fait la médecine aussi anti-âge, vous le disiez tout à l'heure. Absolument. Donc là, on recoupe encore une fois l'intérêt de l'intégratif. Anti-âge, idée de l'ostéopathie sur l'ATM gauche qui est 90% des pathologies de l'ATM qui est associée aux dépressions et à l'anxiété. Pathologie de l'ATM multiplie par 4 le risque d'anxiété et de dépression. Et donc là, on a quelque chose qui vient faire une synthèse sans prise de risque, zéro, et qui peut s'observer par l'échographie et le test respiratoire. Voilà le projet. Oui. Et là, on a quelque chose de très complet, à la fois de ultra simple dans sa philosophie et à la fois relativement complexe dans tous les tenants et les aboutissants et les interactions, à la fois au sein de notre corps et puis de notre environnement, bien entendu. Pour plus de ressources, donc je renvoie vers le site internet de ecim.pro et on peut aussi renvoyer vers vos livres. Je vous laisse donner les titres aux éditions du Dauphin. Donc un premier livre sur les champignons, un deuxième livre sur les virus, donc édition du Dauphin, avec la préface écrite par Donatini et le texte écrit par Monsieur Samori. Un troisième livre en devenir sur le nerf vague. Très bien. Eh bien, écoutez, merci infiniment pour cette passionnante trilogie sur la sphère intestinale, le microbiote et puis tout ce qui s'ensuit. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Merci encore infiniment à notre cher partenaire officiel, Léa Nature, engagé de nature, les premiers fabricants français indépendants de produits bio et naturels, dont ces marques bio reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète.